L'appartement de la rue Paul-Louis Land était silencieux. Chloé était assise à la table de la cuisine, une lettre ouverte devant elle. L'en-tête portait le nom du cabinet d'avocats de Victoire Delaunay. La lettre proposait une médiation, Chloé retire son article, Victoire retire sa plainte pour diffamation, et la garde d'Emma est rendue à sa mère sans condition. Un marché. Un marché déguisé, bien sûr. Victoire ne reculait jamais vraiment. Chloé relut la lettre 3 fois. Elle pensa à Léa, à Élodie, à ses 15 années de silence. Elle pensa à Gabriel, couché sur le canapé d'un ami, à Emma qui dormait dans la grande maison d'Arcachon, loin d'elle. Elle prit son téléphone, appela Maître Delorme. « Ne signe rien, dit l'avocat. C'est un piège. Si tu retires l'article, elle gagne. Et elle reviendra à la charge pour la garde. Je sais. Je n'allais pas accepter. Alors publie le 2e article. Maintenant. » Elle raccrocha, ouvrit son ordinateur. Le 2e article était prêt depuis une semaine. Elle l'avait intitulé « Corruption, mensonges et compromission, les secrets de la famille Delaunay ». Il contenait les relevés bancaires de Victoire, les virements à un ancien commissaire, les échanges de mai avec un juge à la retraite, et le témoignage d'un ex-employé qui avait participé à l'achat de témoins. Elle relut chaque ligne, vérifia chaque chiffre. Puis, à 11h du soir, elle appuya sur « Publier ». Les réactions ne se firent pas attendre. En 1 heure, l'article était partagé 2000 fois. À minuit, les sites d'information nationaux en parlaient. À 1h du matin, le téléphone de Chloé n'arrêtait plus de vibrer. Des demandes d'interview, des soutiens, des menaces. Elle éteignit son portable et se coucha, épuisée. Le lendemain, elle se réveilla avec une notification du parquet. Victoire Delaunay était convoquée pour corruption. Le juge à la retraite, lui, avait déjà été placé en garde à vue. La machine judiciaire s'était mise en marche. Chloé enfila un jean, un pull, et sortit acheter des croissants. Dans la boulangerie, la boulangère la reconnut. « C'est vous la journaliste ?» demanda-t-elle. « Oui. Ce que vous avez fait, c'est courageux. Mon mari est policier. Il m'a dit que cette affaire pourrissait depuis des années. » Chloé sourit, paya, sortit. Dans la rue, elle croisa un regard qu'elle connaissait. Le détective privé de Victoire. Il n'essayait même plus de se cacher. Il la regarda, puis baissa la tête et s'éloigna. Elle rentra, rangea les croissants, et s'assit devant son ordinateur. Un mail de Gabriel, « Je viens de voir l'article. Je suis fière de toi. Ma mère est en train de perdre la tête. Elle a appelé tous ses avocats. Je pense qu'elle va venir te voir. Fais attention. » Chloé n'eut pas le temps de répondre. La sonnette de l'immeuble retentit. Elle regarda par la fenêtre. Une voiture noire était garée en bas. Victoire en sortit, vêtue d'un tailleur bleu marine, les cheveux parfaitement coiffés. Elle montait les escaliers. Chloé ouvrit la porte. Victoire entra sans dire bonjour, posa son sac sur la table, et la regarda avec un calme glaçant. « Tu as gagné une bataille, Chloé. Pas la guerre. Je ne fais pas la guerre. Je dis la vérité. » La vérité ? Tu crois que les gens veulent la vérité ? Ils veulent du spectacle. Et dans 2 semaines, ils auront oublié. Peut-être. Mais le procureur, lui, n'oubliera pas. Ni les juges. Ni les actionnaires de tes cliniques. Victoire eut un sourire crispé. Tu veux quoi ? De l'argent ? Je peux t'en donner. Beaucoup. Tu n'auras plus jamais besoin de travailler. Je veux ma fille. Tu l'auras. Je vais retirer ma demande de garde. Mais en échange, tu arrêtes de publier. Trop tard. Le 2e article est en ligne. Et il y en aura un 3e. Victoire devint blême. Elle serra les poings, respira profondément. Tu es naïve. Tu crois que je vais me laisser détruire par une petite journaliste ? J'ai des amis. Des juges. Des politiques. Tu avais des amis. Maintenant, ils se cachent. Le silence s'installa.
Victoire pivota sur ses talons et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna. Tu ne reverras plus jamais Emma. Je te le promets. La porte claqua. Chloé resta immobile, le cœur battant. Elle prit son téléphone, appela Maître Delorme. Elle vient de partir. Elle menace de garder Emma. Ne t'inquiète pas. J'ai déposé une requête en référé. Le juge doit statuer demain matin. Sois au tribunal à 9 heures. Le lendemain, Chloé arriva au palais de justice de Bordeaux 1 heure avant l'audience. Elle portait une robe sobre, pas de maquillage. Elle voulait être elle-même, pas une version arrangée. Gabriel était là, assis sur un banc, les mains croisées. Il ne la regarda pas. Il fixait le sol. « Tu vas témoigner ?» demanda Chloé. « Si le juge m'appelle. » « Il t'appellera. » L'audience commença à 9 heures précises. Le juge, un homme d'une 50aine d'années, lunettes fines, cheveux gris, avait lu le dossier. Il avait vu les articles, les preuves, les témoignages. Il savait que cette affaire était un scandale. L'avocate de Victoire plaida l'indignité maternelle. Elle montra les photos du détective, les vidéos d'Emma courant vers la rue, la cigarette de Chloé. Des pièces faibles, mais présentées avec assurance. Maître Delorme répondit en produisant le rapport d'un expert qui attestait que les vidéos avaient été recadrées et que les horaires avaient été modifiés. Il produisit aussi le témoignage du détective, qui s'était rétracté par écrit. « Victoire Delaunay, dit le juge, qu'avez-vous à répondre ?» Victoire se leva, droite, fière. « Je n'ai jamais voulu que le bien-être de ma petite fille. Sa mère est une femme instable, obsédée par son travail. Elle n'a pas le temps de s'en occuper. » Madame, interrompit le juge, avez-vous connaissance des accusations de corruption qui pèsent sur vous? Des mensonges. Maître, je suis innocente. Vous êtes mise en examen, madame. Je ne peux pas ignorer cela. Le juge se tourna vers Gabriel. Monsieur Delaunay, vous êtes le père. Que voulez-vous pour votre fille? Gabriel se leva. Ses mains tremblaient, mais sa voix était ferme. Je veux qu'elle vive avec sa mère. Chloé est une excellente mère. Moi, je ne le suis pas. J'ai menti, j'ai fui. Mais ma mère... Victoire ne doit pas avoir la garde. Elle a déjà trop de pouvoir. Le silence tomba. Victoire le regardait, incrédule. Son propre fils se retournait contre elle. « Tu es fou, Gabriel, » murmura-t-elle. « Non, maman. Je suis lucide pour la première fois de ma vie. » Le juge prit quelques notes, puis rendit sa décision. La garde exclusive d'Emma est confiée à sa mère, Chloé Marchal. Victoire Delaunay aura un droit de visite d'1 heure par mois, en présence d'un tiers désigné par le tribunal. En attendant la fin de l'enquête pour corruption, elle n'aura aucun droit de regard sur l'éducation de l'enfant. L'audience est levée. Chloé ferma les yeux. Elle avait gagné. Elle pouvait récupérer Emma. Dans le couloir, Victoire l'attendait. Son visage était décomposé. « Tu es contente? Tu as détruit ma famille. Ta famille, Victoire, tu l'as détruite toi-même. Le jour où tu as acheté un commissaire pour protéger ton fils. Le jour où tu as payé des témoins pour se taire. Le jour où tu as menacé ta belle-fille. Tout ça, c'est toi. » Victoire ne répondit pas. Elle sortit du palais de justice, sous les flashs des photographes. Les journalistes lui criaient des questions. Elle ne répondait pas. Elle monta dans sa voiture noire et disparut. Chloé récupéra Emma l'après-midi même. La petite fille était dans la grande maison d'Arcachon, avec une nounou. Victoire n'était pas là. Elle avait fui, disait la nounou, sans donner d'explication. Emma sauta dans les bras de sa mère. « Maman, tu es venue me chercher? »« Oui, ma chérie. » On rentre à la maison. « Et grand-mère? » ?»« Elle ne vient pas? »« Non, ma chérie. Grand-mère est fatiguée. Elle ne pourra pas te voir pendant un moment. » Emma n'insista pas. Elle prit son doudou, son sac à dos, et suivit sa mère vers la voiture. Les semaines suivantes furent étranges.
Chloé retrouva un rythme, le travail, l'école, les courses, les histoires du soir. Gabriel venait voir Emma tous les mercredis. Il avait trouvé un petit studio près de la gare, vivait sobrement, suivait une cure pour l'alcool. Il ne buvait plus. Il avait maigri, mais ses yeux avaient retrouvé une lueur. Un jour, il demanda à Chloé. « Tu crois que tu pourras me pardonner un jour ? » ?»« Je ne sais pas. Mais je n'ai plus envie de te détester. » C'est déjà ça. Ils ne se remirent pas ensemble. Ils ne reparlèrent jamais de leur vie de couple. Mais ils apprirent à être parents, séparément, paisiblement. Léa, elle, avait créé son association. Les oubliés du bitume. Elle avait reçu des dons, des soutiens, des témoignages. Elle n'était plus seule. Elle avait même retrouvé un petit ami, un électricien rencontré lors d'une collecte. Chloé l'appela un soir pour prendre des nouvelles. « Je voulais te dire merci, » dit Léa. « Sans toi, je serais restée caissière toute ma vie, à ruminer. Maintenant, je fais quelque chose. Pour Élodie. Pour les autres. » « C'est toi qui as fait tout le travail, » répondit Chloé. « Je n'ai fait que publier. » « Tu as publié. » C'était la partie la plus dangereuse. Elles rirent. Puis Léa ajouta. « Gabriel est venu me voir. Il s'est excusé. Il a pleuré. Je lui ai dit que je ne lui pardonnais pas, mais que j'admirais son courage de venir. Et c'est vrai ? Oui. Je n'oublierai jamais. Mais je n'ai plus besoin de haïr. » Chloé raccrocha, émue. Elle repensa à tout ce chemin parcouru. Les mensonges, les menaces, la peur, et finalement, la vérité. La vérité avait libéré tout le monde. Même Victoire, d'une certaine manière, était libérée de ses mensonges. Elle allait être jugée. Elle perdrait peut-être sa liberté. Mais elle n'aurait plus à mentir. Le procès de Victoire eut lieu 6 mois plus tard. Elle fut condamnée à 3 ans de prison ferme pour corruption et subornation de témoins. Son avocat fit appel. La cour d'appel réduisit la peine à 2 ans avec sursis, mais Victoire dut payer une amende de 500 000 € et fut interdite de gérer toute entreprise pendant 5 ans. Elle sortit du tribunal sans un mot, sans un regard. Les journalistes l'attendaient. Elle ne leur dit rien non plus. Elle monta dans une voiture de location et partit. On ne la revit plus à Bordeaux. On dit qu'elle s'était installée dans le sud, près de Nice, dans une petite maison sans vue sur la mer. Personne ne le confirma. Gabriel, lui, suivait sa nouvelle vie. Il avait trouvé un emploi dans une association qui envoyait du matériel médical en Afrique. Il s'occupait de la logistique, ne soignait plus personne. Il disait que c'était mieux ainsi. Emma grandissait. Elle avait 7 ans, 8 ans. Elle posait des questions, parfois. Pourquoi grand-mère ne vient plus ? Pourquoi papa ne vit pas avec nous ? Chloé répondait avec des mots simples. Pas de mensonges, pas de détails crus. Juste ce qu'il fallait pour que sa fille ne porte pas le poids des adultes. Un dimanche après-midi, Chloé emmena Emma se promener sur les quais de Bordeaux. Le ciel était bleu, les bateaux brassaient l'eau, les passants souriaient. Emma courait devant, ses petites jambes rapides, ses cheveux au vent. Chloé la regardait, et elle se souvint de ce jour où elle avait reçu la lettre de Victoire. Ce jour où elle avait failli abandonner. Elle s'était dit, si je recule, elle gagne. Et elle n'avait pas reculé. Emma revint vers elle, essoufflée. « Maman, on est bien maintenant ?» Chloé s'accroupit, la prit dans ses bras. « Oui, ma chérie. On est bien. » Elle la serra fort. Le vent apportait une odeur de pain chaud et de fleurs. La vie, malgré tout, continuait. Au loin, sur le pont de pierre, un homme regardait la scène. Gabriel. Il était venu, comme tous les dimanches, pour voir sa fille. Il n'osait pas s'approcher. Il restait là, discret, reconnaissant. Chloé l'aperçut, lui fit un petit signe. Il vint vers elle. « Emma, dit-il, tu veux une glace ? » « Oui, papa. » Ils allèrent tous les 3 chez le glacier, sur la place de la Bourse. Emma choisit la fraise, Chloé le citron, Gabriel le chocolat. Ils s'assirent sur un banc,
face au miroir d'eau. Les jets d'eau dansaient, les enfants couraient entre les flaques. « Tu as bien travaillé cette semaine ?» demanda Chloé. « Oui. L'association prépare une expédition pour le Sénégal. Je pars 2 mois. Emma va te manquer. Beaucoup. Mais je reviendrai. » Emma ne leva pas les yeux de sa glace. Elle savait que son père voyageait. Elle ne pleurait plus quand il partait. Elle savait qu'il revenait toujours. Ils restèrent ainsi, 1 heure, à parler du quotidien. De l'école, des copines, des projets. Aucune rancune. Aucun reproche. Juste le temps qui passe et qui apaise. Quand le soleil commença à baisser, Gabriel les raccompagna jusqu'à la voiture. Il embrassa Emma, puis hésita devant Chloé. « Merci, dit-il simplement. »« Merci pourquoi ? » ?»« De ne pas avoir abandonné. De m'avoir forcé à regarder la vérité en face. Sans toi, je serais encore en train de me cacher. Tu as fait le plus dur toi-même, Gabriel. Tu as témoigné contre ta mère. Je n'avais pas le choix. Enfin, si. J'avais le choix. J'ai choisi la vérité. » Ils se serrèrent la main, comme 2 collègues, comme 2 amis. Rien de plus. Chloé monta dans la voiture, Emma à côté d'elle, et elles partirent. Le lendemain, Chloé reçut un appel de Marc, son rédacteur en chef. « On a eu une proposition. Une maison d'édition veut que tu écrives un livre. Sur l'affaire. Sur la famille Delaunay. Sur la justice. Je ne sais pas si j'ai envie de rouvrir tout ça. Tu n'as pas à décider tout de suite. Réfléchis. Ce serait important. Pour les autres. Pour les victimes. Je réfléchis. » Elle raccrocha. Elle regarda par la fenêtre. Les quais, la Garonne, les immeubles anciens. Bordeaux était belle, le soir. Elle pensa à Élodie, à Léa, à toutes celles et ceux qui n'avaient pas eu de justice. Peut-être que son livre serait utile. Peut-être pas. Mais elle avait appris que les gestes, même petits, même tardifs, pouvaient changer des vies. Elle prit son ordinateur, ouvrit un nouveau document, et écrivit « Je m'appelle Chloé Marchal. Je suis journaliste. Un jour, j'ai découvert que mon mari avait tué une jeune fille et que sa mère avait payé pour le cacher. Voici mon histoire. » Elle n'était pas sûre de publier un jour. Mais elle avait besoin d'écrire. Pour elle. Pour Emma. Pour toutes celles qui ne pourraient jamais écrire. Les jours passèrent. Emma grandissait. Gabriel s'envola pour le Sénégal. Chloé continuait son travail, plus apaisée. Elle avait gagné une bataille, mais elle avait perdu beaucoup, son mariage, sa naïveté, la confiance aveugle qu'elle avait dans les institutions. En échange, elle avait gagné la vérité. Et cette vérité, même amère, valait tous les mensonges du monde. Un soir, elle s'assit sur son balcon, une tasse de thé à la main. La nuit tombait sur Bordeaux, les lumières s'allumaient une à une. Emma dormait. Le silence était doux. Elle repensa à toute cette histoire, à Victoire, à Gabriel, à Léa. Elle se demanda si tout cela en valait la peine. Si la destruction d'une famille pouvait être justifiée par la quête de justice. Elle n'avait pas de réponse. Mais elle avait la certitude d'avoir fait ce qu'il fallait. Elle rentra, rangea la tasse, et alla se coucher. Avant de fermer les yeux, elle regarda la photo d'Emma sur sa table de nuit. Elle sourit.